découvrir. Merci de nous consacrer de votre temps, et particulièrement un jour le Conseil confédéral est encore désolé. Donc, ces auditions s'inscrivent dans le cadre des États généraux. Inutile de vous présenter les États généraux. Mais notre objectif à la fin, c'est quand même de faire des propositions très concrètes qui changent la donne. On n'est pas là pour commenter ce qui se passe et simplement en position d'observateur, d'analyste, mais pour proposer une stratégie, un plan d'action sur l'ensemble des questions informationnelles avec un spectre extrêmement large. Et on serait ravis de commencer par un propos préliminaire, si vous voulez bien, puis ensuite on a des questions. Alors, pour vous, Sophie Binet, mais pour vous trois, sachant, et comme ça je le laisse pour l'enregistrement, que les syndicats de journalistes ont été auditionnés en novembre, pendant 3 heures, par le groupe 3 sur l'avenir des médias d'information, que ça faisait suite à une réunion au tout début. Oui, tout à fait. Et que malgré ce qui a pu être dit ici ou là, les syndicats en général, syndicats de journalistes, centrales, confédérations, ont évidemment toute leur place dans ces États généraux. Et d'ailleurs, j'ajoute que nous avons pu débattre de la question des États généraux dans la NVO ensemble, la revue de la CGT, voilà, pour montrer l'importance pour nous de ces États généraux. Oui. Ok, bonjour également à celles et ceux qui sont connectés que je ne vois pas. Ça a été difficile de fixer le créneau. Au final, je me suis adaptée à vos contraintes parce que c'était important pour moi d'être présente au nom de toute la CGT pour montrer pour la CGT l'enjeu démocratique du sujet que vous traitez. Vous savez que la CGT organise toutes les professions du domaine, que ce soit les journalistes, les intermittents, les techniciens plutôt du côté audiovisuel et radio, et puis aussi celles et ceux qui vont imprimer les supports papier, donc la partie plus fabrication industrielle. On est dans un moment, je pense, de basculement où on fête cette année les 80 ans du Conseil national de la résistance qui a posé les bases de l'indépendance de la presse. Et dans un moment, c'est pas pour rien, c'était lié à comment est-ce qu'on reconstruit la France après le nazisme et après Vichy. Et aujourd'hui, si on regarde ce qui était prévu par le Conseil national de la résistance, un par un, on voit que tous ces acquis aujourd'hui sont profondément remis en cause et que dans le même moment, l'extrême droite est aux portes de pouvoir et peut accéder au pouvoir avec des stratégies informationnelles très fortes, ou plutôt des stratégies désinformationnelles. Et donc, c'était pas pour rien que les résistants avaient lié la question de la liberté d'information et d'avoir une presse libre et des d'influence d'extrême droite et d'influence, on va dire, économique, pour empêcher le retour du phénomène qui avait conduit à la Deuxième Guerre mondiale. Les inquiétudes que nous avons aujourd'hui, elles sont triples. D'abord, elles sont liées au bouleversement économique du modèle lié à l'irruption des plateformes qui changent fondamentalement le modèle économique d'information. Ensuite, elles sont liées à la concentration sans précédent depuis l'après-guerre, qui n'est pas sans lien avec la déstabilisation des modèles économiques aussi. Donc, concentration sans précédent des titres de presse qui sont aujourd'hui détenus par 9 milliardaires. Et puis enfin, le troisième point d'inquiétude, en lien aussi avec ce nouveau paysage numérique, c'est le floutage entre l'information et ce qu'on appelait à l'époque la propagande, ça avait le mérite d'être clair, avec des stratégies d'extrême droite très fortes, pas seulement sur les réseaux sociaux, puisque ça s'articule avec le rachat de titres de presse très influents et avec un fonctionnement d'écosystème qui permet de diffuser des théories du complot, des fake news, du climato-scepticisme et la remise en cause de faits et un floutage en ce qui relève de l'information et ce qui relève de l'opinion. Du coup, on a énormément d'attentes sur ces états généraux de l'information, des attentes de diagnostic fort à l'image de la situation, mais surtout des attentes de mesures concrètes et fortes. Mesures concrètes et fortes qui, pour nous, doivent se concentrer sur 2 volets. Le premier volet, c'est des mesures pour garantir l'indépendance de la presse dans ce contexte de concentration qui nous inquiète fortement. D'abord, nous pensons qu'il faut refondre la loi de 1986. On voit aujourd'hui qu'elle est inopérante.
puisque les concentrations n'ont pas été empêchées du fait de la loi de 86. Les concentrations, elles ont été empêchées du fait des lois antitrust, enfin des dispositifs antitrust européens, et que les seuils définis par la loi de 86 sont trop bas et inopérants parce que ça n'intègre pas tous les supports. Donc il faut retravailler là-dessus. Le deuxième volet de mesures, c'est avoir des mesures qu'on pourrait baptiser mesures anti-CNews, en gros, hein, puisqu'on a vécu à 3 reprises le rachat de titres de presse par un milliardaire qui a changé en profondeur la ligne éditoriale du média contre l'avis des journalistes et malgré une mobilisation extrêmement forte des journalistes. Et 3 fois, on a laissé faire sans rien faire, sachant qu'on savait très bien, enfin la deuxième et la troisième fois, on savait ce qui allait se produire, puisque on savait que les journalistes allaient partir et que le milliardaire en question, Vincent Bolloré, n'en avait rien à faire et reprendrait le média à sa main. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a besoin de mesures fortes pour empêcher que ça se reproduise, parce que sinon, ça veut dire que tous nos titres de presse sont à la merci de n'importe quel milliardaire qui va les utiliser pour remodeler l'opinion. Et en 6 mois de rachat du JDD, on voit aujourd'hui l'impact d'un écosystème organisé et cohérent entre Europe 1, CNews et le JDD. C'est d'une efficacité redoutable, avec en plus la caisse de résonance des réseaux sociaux qui sont aussi rachetés par des milliardaires, notamment Twitter, qui est racheté par un milliardaire de même obédience que Vincent Bolloré, et donc qui ont des stratégies de bataille culturelle pour organiser l'hégémonie de l'extrême droite en travestissant la réalité. Ces mesures anti-CNews, de notre point de vue, c'est un système de droit d'agrément pour les rédactions, pour que les rédactions aient le pouvoir de valider ou pas la nomination d'un rédacteur ou d'une rédactrice en chef. C'est des mesures sur les aides publiques. Avec les aides publiques, on a un levier d'intervention très fort, parce que c'est quand même 1,2 milliard par an entre les aides directes et indirectes. Pour nous, ces aides, elles doivent être conditionnées de façon très forte avec une série de critères. Évidemment, le respect du droit d'agrément, le respect de principes fondamentaux du type pas de publication de contenu raciste, sexiste, homophobe, antisémite. Je rappelle que c'est la seule chose que demandaient les journalistes du JDD dans la charte qui a été refusée par l'actionnaire. Le conditionnement des aides publiques, c'est aussi un conditionnement à des critères sociaux, notamment à la précarité des journalistes, j'y reviendrai, qui influe forcément sur le contenu de l'information. Et puis, nous pensons qu'il faut revoir les critères des aides publiques pour que ça aide beaucoup plus la presse indépendante qu'aujourd'hui la presse qui est concentrée dans les mains de quelques milliardaires qui n'a pas fondamentalement besoin de ces aides publiques et qui les capte très majoritairement. Le troisième point, c'est la mise en place de personnalités juridiques pour les rédactions, pour permettre un droit collectif d'opposition qui est plus robuste que le simple droit d'agrément. Et puis, nous pensons qu'il faut aussi annexer la Déclaration des droits et devoirs des journalistes de 1971 à la Convention collective de façon à ce qu'elle ait valeur contraignante et que ça soit aussi un levier pour protéger la déontologie des journalistes. Et puis enfin, on voit bien aujourd'hui que les prérogatives de l'Arcom ne sont pas du tout suffisantes. Enfin, c'est incroyable la comparaison entre les contenus qui peuvent être diffusés et les sanctions effectives de l'Arcom, qui ne peut pas se limiter à être dans le coup par coup avec des sanctions qui sont franchement cosmétiques. Ils le savent très bien qu'ils risquent des sanctions, ça fait partie de la provision des risques. Il faut des mesures qui soient beaucoup plus contraignantes et aller jusqu'à des retraits de fréquences, par exemple, s'il y a le non-respect d'un certain nombre de principes. Donc ça, c'est le deuxième volet que j'ai appelé de façon, au moins tout le monde comprend ce que ça veut dire, mesure anti-CNews. Le troisième volet, c'est des principes de transparence. Je rappelle que ces principes de transparence étaient au cœur, encore une fois, du programme du Conseil national de la résistance, avoir des parois et des plafonds de verre pour savoir qui finance quoi et qui dit quoi et qui possède quoi. Donc il y a besoin d'avoir des obligations de transparence renforcées pour tous les titres de presse pour que ce qui aujourd'hui est une simple mesure de déontologie où certains titres précisent quand ils traitent l'information concernant un secteur économique que le dit secteur économique est aussi actionnaire ou propriétaire du journal, il faut que ça soit systématisé et systématiquement affiché. Le quatrième point sur l'aspect mesure contre la concentration et pour garantir l'indépendance,
c'est la question de la diffusion, puisque, encore une fois, en 1944, ces mesures pour empêcher la concentration étaient liées à des mesures pour garantir une diffusion équitable. Prestalis a malheureusement été mise en liquidation et n'a pas été sauvée. C'est un énorme problème. On a aujourd'hui des coopératives régionales, voire plus locales, qui sont en situation économique très, très, très fragile. Donc le modèle ne va pas tenir longtemps. Et nous savons qu'un certain nombre de grands titres de presse n'y voient pas de problème, puisqu'ils vont s'organiser eux-mêmes leur distribution selon les critères qui les arrangent, avec un élément qui va énormément défavoriser les petits titres et fausser l'accès à la distribution. Et puis, il faut pour nous retrouver une coopérative, une forme de coopérative de distribution nationale. Et puis, il faut calquer le système de Prestalis qui était valable pour le papier au système numérique. On ne peut pas se limiter à avoir des modes de distribution coopératif égalitaire en papier. Il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe sur le numérique, parce que maintenant, c'est le premier vecteur de diffusion. Donc, il y a besoin d'avoir une protection vis-à-vis des GAFAM, au lieu que ça soit des négociations de gré à gré entre chaque titre et les GAFAM, avec des mesures très discriminantes, y compris derrière de valorisation des articles, de redistribution en termes de droits voisins, etc. Il faut que ça soit un droit collectif garanti pour tous les titres de presse, avec des obligations de diffusion équitables d'un point de vue numérique. Et puis sur la diffusion, il y a aussi la question des abonnements. La question des abonnements, c'est d'autant plus important dans un contexte où, malheureusement, il y a beaucoup de points de distribution qui ferment, et donc il est de plus en plus difficile d'acheter un journal. Donc pour celles et ceux qui souhaitent continuer à lire papier, et il y en a beaucoup, il y a besoin d'avoir des abonnements qui fonctionnent tous les jours et pas tous les 2 jours avec la distribution de la Poste. Et donc là, sur les abonnements, c'est très inégalitaire entre les titres de presse qui ont les moyens de se payer des systèmes d'abonnement par porteur, entre parenthèses, avec des porteurs qui sont extrêmement précaires, puisque en général, c'est des temps partiels de 2 heures par jour, avec des personnes qui sont très, très, très en dessous du SMIC. Et donc, il faut travailler avec la Poste pour que la Poste garantisse à tous les titres de presse un système d'abonnement avec livraison journalière, et que les aides à la presse puissent être pour partie redistribuées sur la garantie de ce système d'abonnement. Le dernier volet sur l'aspect concentration et indépendance, c'est qu'il faut, de notre point de vue, travailler sur l'ensemble de la filière. La presse, c'est aussi un objet qui se fabrique, donc il y a une industrie de la presse. On est porteur de mesures pour transformer d'un point de vue environnemental cette industrie de la presse. Donc il y a évidemment la question du papier et de son recyclage. Comme vous le savez, avec Chapelle Darblay, on a fermé la seule entreprise papetière qui recyclait les déchets de papier français. Et donc là, maintenant, il y a plus d'un quart des déchets de papier français qui partent en Allemagne pour être recyclés. En économie circulaire, on fait mieux. Donc la CGT continue la bataille pour que Chapelle Darblay puisse reprendre, mais c'est un enjeu qui s'inscrit aussi dans la question des états généraux de l'information. Il y a l'enjeu de l'électrification de la distribution, puisque les distributeurs précaires font en général la distribution des journaux avec une empreinte carbone assez élevée, donc il faut aussi garantir l'électrification. Et puis, il y a un volet modernisation des imprimeries qui est important, parce qu'aujourd'hui, dès qu'il s'agit de fabriquer un objet qui sort un peu des clous, les imprimeries françaises sont dépassées, parce qu'il n'y a pas d'investissement dans l'outil productif. Donc, il y a besoin, pour que notre presse française elle reste compétitive, d'avoir un investissement pour moderniser les imprimeries. Et on est dans un contexte où on a de nombreuses imprimeries qui sont menacées, comme par exemple celle de Condat, où malheureusement on n'a pas pu empêcher la fermeture d'une des lignes de production. Donc ça, c'est le premier volet sur l'aspect concentration-indépendance. Le deuxième volet, c'est l'aspect protection des journalistes, parce que ce n'est pas seulement le problème des journalistes de protéger les journalistes. Protéger les journalistes, c'est indispensable pour avoir un contenu d'information de qualité, et c'est ça qui permet de protéger la liberté d'informer. Donc protéger les journalistes, c'est d'abord très basique, on va dire, des garanties de sécurité sur les théâtres de guerre, avec malheureusement Gaza qui en est le
triste exemple, pardon, puisqu'on a le record de journalistes tués sur un conflit. Et donc, il y a besoin qu'on analyse ce qui se passe, quels peuvent être les moyens d'action de la diplomatie française qui, de ce point de vue-là, nous a semblé plus que timide en termes d'intervention, sachant que l'AFP a évacué ces journalistes français, mais par contre, les journalistes étrangers de l'AFP sont toujours là-bas et n'ont pas pu être, par exemple, évacués en France, mais ça aurait pu être ailleurs. Mais en attendant, les journalistes étrangers de l'AFP sont toujours en danger, sachant que la tour de l'AFP a été bombardée et délibérément ciblée par l'armée israélienne, puisque protéger des journalistes sur les théâtres de guerre, c'est pas seulement protéger des vies humaines, c'est protéger la capacité à avoir un esprit critique sur ce qui se passe sur des opérations militaires. Donc il faut qu'il y ait des règles et des principes forts en termes de protection des journalistes français, mais aussi des journalistes étrangers. La sécurité des journalistes, c'est aussi sur les manifestations en France. Donc la CGT s'est battue contre le schéma national du maintien de l'ordre, et donc on a réussi à gagner qu'il soit censuré sur un certain nombre de points clés, heureusement. Mais il reste un certain nombre de tensions sur la capacité des journalistes à couvrir un certain nombre de manifestations, notamment les manifestations non déclarées, type par exemple les méga-bassines. Et on voit combien la capacité à couvrir ce qui se passe sur les manifestations comme les méga-bassines est importante derrière pour avoir une information éclairée sur est-ce qu'il y a eu des violences, de la part de qui, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc la sécurité des journalistes, ensuite la capacité d'avoir accès à l'information et de ne pas être poursuivi pour avoir publié certaines informations. Il y a trop souvent des procédures bâillons contre les journalistes. Et de notre point de vue, ces procédures bâillons, elles augmentent au fur et à mesure de la concentration de la presse et de la concentration aussi de l'économie aux mains de quelques milliardaires. C'est plus possible que les délits de presse se jugent devant les tribunaux de commerce. Les tribunaux de commerce ne doivent pas avoir de compétences sur ces questions-là. On a réussi, pour l'instant à ce stade, à empêcher que dans l'European Media Freedom Act, il y ait des exceptions élargies qui permettent de mettre sous surveillance les journalistes. Bon, la directive n'est pas finalisée. Et on a été quand même extrêmement inquiet de voir que ces exceptions élargies étaient portées par la France. Que ça soit porté par la Hongrie, c'était logique, mais que ça soit la France qui porte ces exceptions, c'est quand même un problème. Donc protéger les journalistes contre les procédures bâillons, empêcher les poursuites en référé, ensuite faire le bilan du secret des affaires. Et malheureusement, sur le secret des affaires, donc comme vous le savez, ça a été une mobilisation très forte des journalistes et de la CGT. On s'est battus ensemble pendant 2 ou 3 ans contre cette directive et la loi française. Et il arrive à peu près ce qu'on avait prédit, avec un secret des affaires qui est massivement utilisé contre les journalistes, puisqu'on a eu plusieurs affaires où les possibilités d'information des journalistes ont été réduites au nom du secret des affaires, avec en plus des jurisprudences plutôt inquiétantes sur l'accès aux documents de la CADA, sur l'accès aux documents, etc. Donc il faut revenir sur ces dispositions-là. Il faut renforcer la protection des sources, puisqu'on a eu un certain nombre de journalistes qui ont été sommés de révéler leurs sources, placés en garde à vue, etc., suite à des révélations qu'ils avaient faites. Et puis enfin, la protection des journalistes, c'est la question du statut. Il y a une précarité qui progresse de façon inquiétante chez les journalistes. Un quart de pigistes, ça veut dire forcément un quart de journalistes qui ont beaucoup moins de garanties en matière d'indépendance. Et aussi, qui dit journaliste précaire, dit journaliste qui travaille vite, qui n'a pas le temps de faire un travail d'investigation, d'approfondir ses sujets, etc. Nous, on le vit aussi en étant de l'autre côté du micro. Et on voit bien qu'il y a de moins en moins de journalistes, par exemple, spécialisés sur les questions sociales, ce qui, par certains points de vue, peut nous faciliter les choses. On peut leur raconter beaucoup de choses beaucoup plus facilement. Mais c'est très important pour nous d'avoir des journalistes qui maîtrisent les questions sociales et la question aussi des affaires et les enjeux économiques, puisque on a des enjeux qui doivent être portés à la connaissance de toutes et tous avec des journalistes qui travaillent dans la durée, qui ne sont pas soumis à un turnover en changeant de sujet tous les mois, tous les 6 mois ou tous les 5 ans, comme dans certaines rédactions. Il y a besoin d'avoir des journalistes qui travaillent dans la durée pour maîtriser leur sujet.
Sur la protection des journalistes, il y a de nouveaux enjeux avec la question de l'intelligence artificielle. Il y a une négociation importante à Bruxelles actuellement sur l'intelligence artificielle. Et là encore, la position de la France nous inquiète fortement parce que, en rupture avec son positionnement historique sur la question des droits d'auteur, il y a besoin de garantir la possibilité de tracer l'origine de l'intelligence artificielle pour plein de raisons. D'abord pour que ça soit justement rémunéré et puis ensuite pour le contrôler. Enfin, c'est quand même dingue qu'on parte à l'aventure là-dedans alors qu'on sait que les progrès de l'intelligence artificielle sont fulgurants et qu'on peut fabriquer, y compris des images, des voix qui correspondent et faire des fake news, pas seulement écrites, mais y compris en vidéo. Donc il faut garantir la possibilité de sourcer pour combattre ces outils qui peuvent s'avérer des moyens de désinformation de masse, surtout quand on sait les stratégies géopolitiques d'un certain nombre d'acteurs, et notamment la Russie. Là, avec l'intelligence artificielle, c'est facile de pouvoir organiser des désinformations massives et déstabiliser des démocraties. Dernier point que j'aurais dû placer dans le premier volet sur concentration indépendance, l'audiovisuel public. On a là une pépite, on a la chance d'avoir un audiovisuel public fort, avec un professionnalisme fort et avec en plus des audiences très fortes. Donc c'est pas comme si on défendait un modèle en faillite. On défend l'audiovisuel public d'abord parce que c'est une garantie d'indépendance et de maîtrise. On ne peut pas seulement livrer au marché la question de la presse et de l'information, mais on le défend aussi parce que c'est des contenus exigeants, appréciés. Et puis, à l'heure où le président de la République nous dit qu'il faut arrêter avec les écrans, l'audiovisuel public, c'est aussi des garanties de qualité et de ne pas livrer nos enfants à la publicité pour en faire des cerveaux disponibles pour le capitalisme. Donc, l'audiovisuel public, c'est un investissement collectif. Et donc, nous avons de fortes inquiétudes sur sa capacité de financement avec la fin de la taxe sur l'audiovisuel public et le fait qu'il n'y ait pas de nouveau système périn de financement de l'audiovisuel public. On a des propositions sur la question qui peuvent s'articuler, y compris avec la question des GAFAM et de comment est-ce qu'on met à contribution les plateformes qui bénéficient très largement des contenus produits par l'audiovisuel public. Voilà les gros traits. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels je n'ai pas pu revenir, donc on vous donnera une contribution écrite plus complète. Et puis, nous sommes à disposition, évidemment, pour rebondir sur vos éventuelles questions. Merci beaucoup. C'était cette présentation extrêmement complète et on est preneur des propositions écrites. Je ne sais pas si Nathalie, tu... Moi, c'est Anne. Donc, tu es plus attachée, Nathalie. Anne, si tu as une... Alors, oui, merci beaucoup. D'abord, c'est effectivement très complet, très clair, et je pense qu'on peut partager beaucoup des choses que vous avez dites. Il y a quand même, à la source de toutes ces difficultés dont vous faites état, un problème avec l'effondrement du modèle économique des médias, siphonné du côté des revenus publicitaires essentiellement par la présence de Google et des ad tech en général. Siphonné du côté des abonnements et du lectorat, enfin, ou de l'audience en général, par le fait que les plateformes ont aussi promu un modèle de gratuité qui est très très difficile à maintenir, je veux dire, enfin, dans la durée. Est-ce que vous avez réfléchi aux solutions pour revisiter le modèle économique des GAFA? On voit bien que certainement l'argent public est utile pour venir colmater ici ou là. On parlait de la distribution de la presse. Bon, clairement, il y a pas mal d'aides à la distribution dans le secteur de la presse papier, de la distribution de la presse papier. Mais bon, évidemment, l'État ne peut pas sortir son chéquier de manière excessive. Donc, ça veut dire qu'il y a besoin vraiment d'une réflexion sur de nouveaux modèles économiques à promouvoir. Est-ce que vous voyez un peu dans quelle direction il faudrait aller? Qu'est-ce que vous préconisez? La direction, je pense qu'elle est assez évidente, hein, c'est les GAFAM, puisqu'il faut voir qui profite de la richesse des contenus produits par les journalistes et par la presse. C'est les GAFAM qui le monétisent, et donc il faut redistribuer la valeur vers les producteurs de contenu. Et après, il faut avoir un système on peut du coup, ça pourrait venir par exemple compléter les aides à la presse, qui est une taxation des GAFAM, qui viennent compléter les aides à la presse, qui permettent de les doubler, de les tripler par exemple, en fonction du niveau de taxation, et comme ça d'avoir une redistribution mutualisée en fonction de critères définis collectivement. Alors, je trouve que c'est une idée intéressante. La difficulté pratique, c'est d'identifier ce qui, dans les revenus des GAFAM, provient
des contenus de médias. Parce que si on veut mettre en œuvre concrètement ce que vous proposez, la taxation des GAFAM, elle se justifie parce que les GAFAM, c'est des entreprises qui opèrent sur les territoires européens, français, etc. Et donc, il y a toutes les raisons du monde de vouloir les taxer. Ensuite, comprendre quelle est la part de, c'est toujours le problème des taxes affectées, quelle est la part de cette taxation qui devrait revenir plutôt aux médias ou plutôt à d'autres acteurs, c'est plus compliqué parce que, évidemment, les GAFAM ne tirent pas leurs revenus que des seuls médias. Ils tirent beaucoup de la publicité et là, il y a des solutions plus structurelles de nature un peu concurrentielle qui consisteraient par exemple à découper la partie ad-tech des GAFAM pour en faire des entreprises indépendantes. C'est une solution qui est pas mal poussée en avant en ce moment par la Commission européenne et par la FTC aux États-Unis. Convergence assez rare pour être soulignée. Donc ça, c'est un peu sur le marché les solutions structurelles sur la publicité. Maintenant, si la question de la rémunération des contenus, vous avez dit tout à l'heure, les négociations à propos des droits voisins, elles se déroulent souvent entre des partenaires qui sont très inégaux. Donc on voit bien que c'est complexe, que dans le domaine de l'intelligence artificielle, où cette question de la rémunération des contenus se pose également, les droits voisins, ce n'est pas forcément un très bon outil. Donc, je suis d'accord qu'on peut penser à des outils du type taxation, mais une fois qu'on a taxé les GAFAM, je pense que c'est compliqué d'avancer sans avoir réellement identifié quel revenu les GAFAM tirent de la présence des médias sur ces plateformes. Donc, je ne sais pas si vous avez réfléchi à cette question. Je peux me permettre de compléter, parce que venant du cinéma, ça fait longtemps que le CNC réfléchit à cette question-là à l'arrivée de la mise à contribution, et on est capable de repérer la source des clics, d'où partent l'utilisation, sur quel terminal est utilisé. Donc, Google peut se placer son siège en Irlande, et pour autant, on est capable de voir combien de clics sont faits depuis la France sur quel type de programme. On est capable de le tracer, justement, ça sert à ça aussi l'intelligence artificielle. Donc, on est capable de repérer où sont générés les revenus, quand bien même la localisation fiscale est mise ailleurs. Donc, ça peut nous permettre de regarder aussi le type de contenu, et donc, du coup, l'utilisation, le lien vers les sites de presse, par exemple, peut être repéré. Alors, on a une provision toute faite. Mais en tout cas, c'est possible de regarder à partir des sources, à partir des utilisateurs, comment on partage, puisqu'en gros, tous les revenus vont aux tuyaux que sont les GAFAM, alors que tous les contenus sont produits par d'autres. Bien sûr, mais après, il faut valoriser ça. C'est pas si évident du point de vue économique. Oui, mais après, on n'est pas. Enfin, il y a deux possibilités. Soit on dit qu'on cherche à distribuer au prorata de la valeur captée et de la valeur créée, soit on peut aussi assumer de dire qu'on distribue de façon mutualisée en fonction d'autres critères. Enfin, c'est pas. Pour nous, ça peut aussi être justement juste dans le prolongement des aides à la presse d'avoir d'autres critères qui valorisent la pluralité, la diversité. Parce que si on distribue en fonction du nombre de clics, il y a aussi besoin d'avoir une régulation sur qui clique sur quoi et pourquoi, puisqu'on sait que, enfin, c'est là où c'est terrible, la situation de monopole des GAFAM qui volent la richesse, la valeur en termes de contenu, et qui permet de hiérarchiser et de savoir sur quoi on va cliquer plutôt que sur quoi d'autre. Donc, il ne faut pas seulement se limiter à s'appuyer sur le nombre de clics que eux définissent dans leur hiérarchisation. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, si je peux me permettre, parce que c'est en tant que syndicat de journalistes, on a aussi beaucoup œuvré là-dessus. Au départ, il est clair que les GAFAM ont pillé, et pillent toujours d'ailleurs, les contenus des grands groupes de presse, des groupes de presse français. On a œuvré auprès de Bruxelles, on l'a dit, c'est pas possible, cette situation ne peut plus durer, il faut qu'il y ait derrière une taxation, que voilà. Ça commence à être mis en place, c'est mis en place. La plupart des groupes de presse en France, soit via le syndicat de branche, soit eux-mêmes, l'AFP a passé un accord, etc. Là, on est passé à l'étape d'après. Nous, en tant que syndicat de salariés, on a dit, oui, on est d'accord, nos entreprises sont pillées, elles doivent avoir une part venant des GAFAM pour rémunérer ce pillage. Les entreprises de presse, maintenant, touchent de l'argent des GAFAM. Le problème, c'est que les journalistes ne le savent pas. On ne connaît, au mieux, on connaît le montant. Aucune transparence sur les accords passés, rien. Ce qu'on appelle les droits voisins. En Allemagne, ça a été calé. Ils disent 30% de ce qui est perçu par les entreprises doit aller aux journalistes, aux producteurs de contenu. Nous, en France, il n'y a rien encore. Et on est encore en train
d'essayer de trouver une clé de répartition, qu'est-ce qui va aller au journaliste, qu'est-ce qui va rester à l'éditeur, etc. Et je pense qu'il faut aussi aller au bout de la démarche. Parce qu'il y a des gens, ouais, moi je suis d'une entreprise qui s'appelle Prisma Media, et je vais le dire hein, parce que ça a été dit en CSE, il n'y a pas de problème. Les accords passés avec Google ont été rétroactifs sur 4 ans. Prisma Media, comme c'est le premier groupe de presse magazine, avec Femmes Actuelles, Gala, Voici, il y a un nombre de clics hallucinant. C'est plus de 4 millions d'euros versés par Google par an. Ils ont touché 17,5 millions d'euros sur 4 ans. Pour l'instant, les journalistes n'en ont pas vu la couleur. Donc, il y a un moment, le travail a été fait déjà dans un premier temps pour aller les taxer. Et d'ailleurs, là, on renégocie des accords. Les éditeurs sont en train de renégocier avec Google, Facebook pour les années à venir. Tout ça doit être transparent. C'est là aussi. Et peut-être qu'on ne pourra plus réfléchir. Ouais, qu'est-ce qu'on devrait proposer, à votre sens, là-dessus? C'est la transparence? C'est d'autres choses, outre la transparence? Ah, moi, je pense que le pire pour nous, c'est de laisser chaque entreprise aller négocier avec ses entreprises. Parce qu'évidemment, il y a des entreprises où les producteurs de contenu ne vont rien toucher. On le sait. Il n'y a pas de représentation de journalistes, il n'y a pas de… Voilà. Et où l'entreprise ne va rien toucher, elle ne va pas se faire respecter dans la négociation. Aussi va pas inégalitaire. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, il y a en ce moment une négociation de branche sur les droits voisins. C'est la seule. C'est dans le secteur de la presse magazine. Le syndicat des éditeurs de la presse magazine. J'espère que cette négociation va aboutir, qui établira un cadre pour toute la presse magazine. Voilà. Mais c'est compliqué, hein, et je ne suis pas très optimiste. Et au-delà de la question patrimoniale et du partage de la valeur, il y a la question du droit moral, de l'utilisation de ce qui est fait, de tel papier, de tel journaliste qui se retrouve déformé, mélangé dans tel système d'intelligence artificielle et qui se retrouve sorti de son contexte, par exemple, qui peut être carrément détourné, y compris à des fins malveillantes dans plein de domaines. Je suppose qu'on a tous plein d'exemples en tête potentiels. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle, dont on voit bien qu'il y a à la fois des bénéfices et des risques, est une technologie qui permettrait aux médias de retrouver de la productivité en concentrant les efforts des journalistes sur la production d'informations vérifiées, recoupées, etc., et en ayant recours, par exemple, à l'intelligence artificielle pour faire rédiger des articles à partir de ces informations, ce qui permettrait de à la fois garantir une information de qualité, fiable, dans laquelle les lecteurs ou l'audience pourraient avoir confiance, et en même temps permettre de restaurer justement le pouvoir des journalistes dans les rédactions par ce biais, parce que ce serait eux qui fourniraient l'input, mais en même temps, les titres de presse auraient un peu moins le couteau sous la gorge en faisant faire par l'intelligence artificielle ce qui prend beaucoup de temps aux journalistes et qui est finalement plus de l'ordre de la rédaction ou de la mise en forme. On peut imaginer que l'intelligence artificielle puisse faire ça à leur place, à partir de contenus fiables. C'est toujours difficile d'avoir des discussions prospectives sur des technologies qui changent très vite, mais pour l'instant, on est très méfiant sur la neutralité prétendue des algorithmes. On voit que l'algorithme n'est pas neutre, il reproduit aussi des rapports de force en tant que tel, et donc le journaliste ou la journaliste, quand elle rédige son article, il y a les informations de source, mais la façon de rédiger, enfin, y compris moi, en étant de l'autre côté du micro, je le sais, la façon dont ma citation, elle va être intégrée dans un papier, ça change tout sur le sens de la citation, la façon dont c'est pris. Donc, à ce stade, la réponse de la CGT, c'est non, quoi. C'est l'apport du journaliste et pas seulement sur la source de l'information et sur le fait, mais aussi sur la façon dont les choses sont mises ensemble. On voit les fake news, la façon dont en fait deux informations isolément peuvent être vraies, mais les agencer, là on arrive sur une situation complètement fausse. Donc attention, et puis ensuite on sait que dans la qualité des papiers, on le lit comme lecteur, on le voit. D'abord le titre, ça joue beaucoup, et donc ça, si on laisse les titres, moi je pense qu'on n'est pas prêt à laisser faire les titres par les intelligences artificielles, parce que vu l'enjeu de clic, il y a aussi besoin d'avoir de la créativité. Mais sur le contenu, c'est aussi important de ne pas tirer la langue française vers le bas avec du standardisé et des choses très basiques, quoi. Et aujourd'hui, alors après la technologie progresse très vite, mais aujourd'hui, à l'œil nu, quand on lit des choses d'une intelligence artificielle ou de vrais articles de journalistes, on voit quand même la différence, je trouve, avec des choses très standardisées et stéréotypées sur des produits d'intelligence artificielle. Et puis, normalement, un vrai journaliste qui a le temps, il a aussi une patte, une touche. Enfin, un journaliste n'est pas un écrivain, mais il y a quand même un rapport à la
la langue française qui est important, et on a des grandes plumes dans la presse française. Donc, ça serait, je pense, une dégradation de la situation des journalistes. Et puis, je pense qu'on n'a pas besoin de moins de journalistes, mais de plus et de mieux de journalistes. Donc, Laurent, je ne sais pas si tu as des questions, tu nous dis. Moi, j'en ai une. Pardon, Pardon. je suis sur un point, Sophie l'a dit, mais on insiste sur le fait qu'on est absolument furieux de la position du gouvernement français actuellement dans les discussions européennes sur l'intelligence artificielle, parce que traditionnellement, la France est moteur sur le droit d'auteur, enfin toutes les questions qui ont été créées en France par Beaumarchais par ailleurs, et là, le Bercy a pris la main sur le ministère de la Culture pour dire les choses clairement dans les négociations au nom du secret des affaires. C'est catastrophique en termes de traçabilité, de partage de la valeur. Et là-dessus, il faut que le gouvernement français change de position. Il faut espérer que d'autres gouvernements seront moins au moins industriels que ça dans la suite des discussions. Mais sur l'intelligence artificielle, évidemment, on n'est pas naïf. Hein. Ça fait à peu près 2 ans que nos employeurs nous en parlent. D'abord de manière très elliptique, on fait des tests. Là, maintenant, on sait qu'ils sont passés à la phase de mise en œuvre de ce qui peut être mis en œuvre. Le problème, c'est que c'est fait sans transparence. Nous n'en discutons pas dans les entreprises de presse. Moi, je suis prêt à discuter de ce que vous avez dit, quel apport ça peut être, est-ce qu'on peut enlever des tâches, peut-être, pour aller vers plus du journalisme d'investigation, d'enquête, etc. Bon, je peux discuter de tout, mais pour discuter, il faut être 2. Pour l'instant, ce n'est pas une thématique de dialogue social dans les entreprises de presse et de médias. Et il faut que ça le devienne. Il faut que ça le devienne. Parce qu'évidemment, quand vous avez eu une baisse du nombre de journalistes comme il a été sur ces dernières décennies, enfin au moins sur la dernière décennie, là on voit peut-être qu'à partir de ce moment, on ne sait pas, mais pour les journalistes, évidemment, ce qui arrive d'abord, c'est la crainte. La crainte encore d'une baisse encore du nombre d'emplois. Parce que quand vous dites dans une entreprise de presse, ah oui, mais regarde, avec l'intelligence artificielle, tu vas faire des tâches plus intéressantes. Non, le journaliste, il ne le voit pas comme ça. Hein. Avec l'évolution des effectifs qu'il y a eu sur toutes les dernières années, le journaliste, pour lui, c'est encore un moyen de supprimer des emplois. Alors, je pense que ça peut être autre chose, je ne dis pas. Mais pour ça, il faut être 2. Et il faut en discuter. Laurent? Oui, donc moi, je restais sage dans mon coin. Je ne voulais pas intervenir de façon spontanée. Sur l'intelligence artificielle, pour refaire les choses dans l'ordre, on est tout à fait aligné avec ce que vous demandez. Et effectivement, je ne me suis pas présenté. Donc, Laurent Bérard-Kellin, moi, je suis membre du groupe 5 et je suis éditeur de presse. Et dans une fédération qui est la fédération de la presse spécialisée et professionnelle. Donc, sur l'intelligence artificielle, on est tout à fait aligné sur la transparence, etc. Par contre, effectivement, on a une position de dire on ne peut pas passer à côté de cette technologie. La question est de savoir comment on l'intègre et jusqu'à quel niveau. Et ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que vous avez réfléchi à comment est-ce qu'on distingue pour le lecteur un contenu qui serait fait avec de l'intelligence artificielle ou pas, et à partir de quel moment on bascule. Donc la notion qui est dans la directive, c'est la supervision humaine, ce qui semble peut-être un petit peu léger comme critère. Tant qu'il y a de la supervision humaine, on considère que c'est du contenu fait par des journalistes. À partir de quand c'est plus de la supervision humaine, ça nous semble un peu flou. Alors, je ne sais pas si je fais question par question. Christophe, tu préfères ou j'enchaîne? En vrac. Alors, moi, j'aurais sans surprise des questions sur la notion d'agrément. Donc, pour aller droit au but, la première, c'est est-ce que vous ne pensez pas que ça va pour enlever une certaine attractivité au secteur de la presse? C'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui seraient prêts, ou des créateurs de titres qui seraient prêts à les créer, mais si on leur dit vous êtes complètement mis sur la touche de la définition du produit entre guillemets que vous allez élaborer et mettre en vente, est-ce que ça ne va pas les décourager? Deuxièmement, comment est-ce que vous voyez la mise en place de cette attractivité et de ce droit d'agrément? Parce qu'il n'y a pas que des entreprises comme Prisma, il y a aussi des petits éditeurs. Donc moi, personnellement, une société de moins de 50 salariés. Hein, donc, comment ça se passe quand vous avez une rédaction de 6 personnes? Moi, j'en ai un peu plus, mais et qu'il y en a un qui dit moi, je suis candidat, et les 5 autres, il y en a 3 qui votent contre et 2 qui votent pour. Comment est-ce qu'on gère ça? En cas de recrutement, on l'a vu récemment. Donc, on va recruter à l'extérieur un rédacteur en chef. Alors là, c'est dans une grosse entreprise, Lacroix en l'occurrence. On va le recruter, on le soumet au suffrage,
Et en fait, le journaliste, il se retrouve sans poste parce qu'il a été obligé de quitter le précédent pour se soumettre au suffrage. Il n'a pas été élu. Et donc, comment est-ce qu'on gère ça? Troisièmement, dans le même ordre d'idée, si on met ce système en place, donc le JDD n'aurait pas basculé, mais maintenant qu'il a basculé, il ne pourra pas revenir, puisque jamais la rédaction qui a été mise en place ne lui permettra à un nouvel actionnaire ou à l'actionnaire actuel de vouloir recentrer sa rédaction. Et dernière chose, comment vous articulez ça avec la clause de cession? Alors, je connais la réponse classique qu'on nous fait en nous disant bah, c'est un droit individuel et l'autre c'est un droit collectif. Alors ça nous semble un petit peu court. Dans le cadre de l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, donc il y a 3 journalistes, alors on va prendre un cas différent, il y a 2 journalistes qui votent contre et 3 qui votent pour. Donc les 2 journalistes qui votent contre, ils sont en contradiction avec le choix qui a été fait. Est-ce qu'ils peuvent faire jouer la clause de cession? Et en allant un peu plus loin sur la clause de cession, indépendamment de l'agrément, est-ce que vous êtes prêt quand même à réfléchir aux effets de bord que peut avoir l'automaticité de la clause de cession, notamment en cas de succession, par exemple, dans des petites entreprises, et dans le cas plus général où il n'y a aucun problème aucun changement de ligne éditoriale, et où la clause de cession peut être vue comme un effet d'aubaine. Et je reprends ce terme parce que même Julia Cagé, quand on l'a auditionné, a dit peut y avoir des cas où il y a quand même un effet d'aubaine du fait de l'automaticité et qu'il y a un effet de bord qui revient à ce que vous disiez au départ, c'est que l'automaticité de cette clause de cession fait que dans certains cas, il n'y a que des milliardaires qui peuvent acheter. Parce que la clause de cession coûte tellement cher que personne d'autre ne peut se mettre. Nous, dans la fédération, on a encore eu un cas de dépôt de bilan sur une revue scientifique, parce qu'il y avait 3 journalistes, il y en a 2 qui ont dit non, non, non au moment de l'achat de la cession, ils ont dit non, non, mais on va rester. Puis au bout de 6 mois, quand ils ont vu l'opportunité, ils ont fait jouer la clause de cession. Le titre s'est retrouvé à la barre du tribunal. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un dialogue qui pourrait avoir et une réflexion qui pourrait avoir là-dessus? Pour être tout à fait transparent, nous, on propose, il y a des éditeurs qui proposent, en tous les cas, la FNPS propose, une clause de conscience à 2 vitesses. C'est-à-dire une clause de conscience telle qu'elle existe aujourd'hui, déclenchée par le journaliste avec charge de la preuve au journaliste pour pouvoir bénéficier de la clause de conscience. Et puis une clause de conscience inversée en cas de cession, où là, ce n'est pas au journaliste de faire la preuve, c'est à l'éditeur de faire la preuve qu'il ne change pas la ligne éditoriale de telle manière à ce que ça remette en cause l'intégrité du journaliste. Ok, je te laisserai répondre sur clause de cession. Sur la question des agréments, si ça pose un problème de compétitivité, il faut s'interroger, moi je peux le prendre à l'envers, il faut s'interroger sur les motivations de ceux qui veulent racheter les titres de presse. Si on veut racheter un titre de presse, ça doit être pour faire du journalisme et pour faire de l'information, pas pour faire autre chose. Et donc c'est normal de pouvoir permettre aux journalistes de faire primer leur déontologie sur le choix des rédacteurs. Et donc, si ça pose un problème de compétitivité, ça veut dire que les gens voulaient racheter un titre de presse pour de mauvaises raisons. Ensuite, pour nous, on peut tout à fait affiner quelque part l'agrément. C'est pour ça que c'est loin d'être la seule proposition de la CGT. C'est une de nos propositions parmi tout le reste, parce que l'agrément, c'est un peu le bouton rouge. Et il y a beaucoup de rédactions, c'est le truc ultime qu'on utilise à la fin. Et ça ne peut pas être utilisé dans le quotidien, sur les conflits du quotidien, voilà. Et donc, sur le droit d'agrément, on peut tout à fait l'assortir de critères, notamment avec des seuils, évidemment, hein. Et puis avoir un droit d'agrément qui soit aussi associé sur je ne peux pas refuser d'agréer un tel parce qu'il ne me convient pas pour telle raison, c'est pour des raisons argumentées. Enfin, ça peut aussi être encadré de cette manière-là, parce que évidemment, pour nous, ce n'est pas un droit quotidien. On est assez contre les théories du management libéré où les salariés choisiraient leur manager, quoi. En général, c'est pas vraiment heureux les résultats, donc il ne s'agit pas du tout de ça, mais de garanties déontologiques fortes pour des cas graves. Sur la question de l'intelligence artificielle, tout à fait d'accord avec vous sur le fait que juste supervision humaine, ça ne veut rien dire, parce que ça peut vouloir tout dire et rien dire. Donc il faut des choses beaucoup plus claires et effectivement avoir à minima, mais pour nous ça ne nous suffit pas, des obligations de transparence sur qui a écrit quoi et qu'est-ce qu'une intelligence artificielle a fait pour que les lecteurs le sachent.
Et sur clause de cession, du coup, je te laisse. Oui, bonjour Laurent. Sur la clause de cession, comme vous le savez, c'est un grand débat qui traverse la profession, puisque c'est aussi un enjeu dont n'a pas parlé Sophie, et je pense qu'il est très important. Si les États généraux permettent aussi à ce que le dialogue social dans la branche des médias et de la presse soit de meilleure qualité, nous sommes preneurs. Par exemple, en ce moment, nous sommes en train de mettre en place la CPPNI. La CPPNI, c'est la commission d'interprétation de notre convention collective. Vous savez qu'on a une particularité journaliste, c'est qu'on a une convention collective de métier et pas de secteur, une convention collective des journalistes. On n'a toujours pas de commission d'interprétation, ce qui ne nous permet pas de revoir cette fameuse convention collective avec la clause de cession, clause de conscience dont parle Laurent, qui date de 1988 et en fait de 1976, parce que ce qui avait été remis à jour en 1988, c'était très peu. Donc on le sait tous, cette convention collective, elle n'est plus adaptée. Il faut la revoir. Donc ça, Laurent, déjà. Sur la clause de cession, clause de conscience, Sophie a tout à fait raison. C'est pas, je crois qu'il y a même des trucs, droit d'agrément, retire la clause de cession, etc. Pour nous, le droit d'agrément n'est pas l'alpha et oméga. Clairement, par exemple, si on sort des États généraux en nous disant « Oh, il y a le droit d'agrément qui est installé », on ne va pas dire « Ça y est, les journalistes sont devenus indépendants ». Non, on sait que ça ne marche pas comme ça. Sur l'histoire du JDD, c'est bien parce que la direction a refusé que la clause de conscience soit déclenchée qu'on a été obligé après de négocier une espèce de clause qui n'était pas une clause de cession d'ailleurs, qui était une négociation, voilà. Donc moi, je suis d'accord avec vous, Laurent, on a un problème avec la clause de cession, clairement. Et c'est un secrétaire général de syndicat qui vous dit, de journalistes, alors que c'est un droit des journalistes. Pourquoi je dis ça? On n'a aucune clause de conscience qui sont déclenchées chaque année, peut-être 2 ou 3 en France. C'est quand même dingue. Et par contre, du fait des changements d'actionnaires majoritaires, etc., on a des clauses de cession qui sont déclenchées, qui dépeuplent nos rédactions, par effet d'aubaine ou pas. Je sais, on peut avoir le débat, Laurent, mais je reparle de Prisma. Moi, je ne suis pas content que 50% des journalistes aient décidé de quitter Prisma parce que c'était Bolloré. Pourquoi je ne suis pas content? Parce que derrière, on n'en a remplacé que 40%. Donc, j'ai perdu 120 journalistes sur 400. Voilà le résultat. Donc, oui, il y a un débat à avoir sur cette clause de cession. Je trouve la proposition de la FNPS de clause de conscience à 2 vitesses, elle se réfléchit, par exemple. Voilà. Elle se discute. Mais après, tout ça, Laurent, comme vous le savez, c'est notre dialogue social. Arrivons à mettre en place cette CPPNI et dialoguons. Parce que oui, pour moi, je ne suis pas à dire tout de suite, il faut que la clause de cession soit retirée. C'est que des effets d'aubaine, parce que ce n'est pas que des effets d'aubaine aussi. Largement, je peux vous dire, par exemple, dans le cas de Bolloré, la moyenne d'âge des journalistes qui sont partis, c'était plutôt une 40aine d'années. Donc oui, il y a des gens âgés, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui ne s'estimaient plus en adéquation avec ce qui passait. Donc nous, on est tout à fait, c'est pareil. Là, on est ouvert au dialogue. Mais moi, je ne supporte plus effectivement ces clauses de cession qui donnent des droits aux journalistes, qui part avec ses indemnités conventionnelles, il n'y a pas de souci, mais qui, de l'autre côté, dépeuplent les rédactions, donc vont encore dégrader la qualité de l'information parce qu'il y aura moins de journalistes. Parce que pas un groupe de presse racheté où la clause de cession s'est déclenchée a vu tous les journalistes remplacés. Forcément, comme le dit Laurent, les clauses, ça coûte cher, donc derrière, on ne remplace pas les journalistes, ou en tout cas une minorité d'entre eux. Et parfois, il y en a qui partent et qui reviennent. Moi, j'aurais une question dans le prolongement et après, je me tais. La presse indépendante, est-ce que vous auriez une manière de la déterminer, de la définir? Quels seraient pour vous les critères de la presse indépendante? Parce qu'on voit bien le slogan, mais après, à mettre en œuvre, c'est un peu plus compliqué. Ça peut être en partant des principes du Conseil national de la résistance qui n'ont jamais été suffisamment transcrits sur un capitaine d'industrie ne peut pas être patron de presse. Et aujourd'hui, c'est l'inverse qui est l'exception. C'est ça le problème, en fait. Par ailleurs, le fait que la part des recettes publicitaires soit faible, c'est ce qui est dit généralement par la presse d'opinion, faible ou inexistante d'ailleurs pour certains. Donc ça peut être un des critères sur lesquels… En tout cas, ça ne suffit pas à la part des recettes publicitaires, parce que il faut regarder le propriétaire. C'est un des critères, J'ai 2 questions sur presque des points de doctrine qui renvoient à la recherche de commun.
Bon, nous, on a posé les états généraux, et c'est parti d'un point de sincérité, sur le fait qu'on cherchait du commun sur l'organisation de l'espace informationnel, et à la limite qu'on pouvait essayer de réfléchir en ayant une forme de voile d'ignorance sur où est-ce qu'on se situe sur le spectre politique, par exemple. Après, je viendrai sur le commun en matière de dialogue social, qui est un autre point, je pense qu'a dit Emmanuel à l'instant. Le fait de poser les questions d'indépendance éditoriale, donc évidemment, je considère que c'est un sujet majeur, mais de le lier à la lutte contre l'extrême droite, est-ce que ça, c'est pas un peu finalement, ça rend moins admissible par la population en général, qui est dans une diversité politique, de solutions qui pourraient être, pour le coup, mieux admises, parce que si on pose la question aux gens, est-ce que vous êtes pour l'indépendance ou contre, les gens sont plutôt contre l'indépendance. Et donc là, mon interrogation, elle est à caractère politique sur la Pardon. Oui, pardon, je suis. Qu'est-ce que vous pensez de ce point-là et des risques de mêler les deux, en fait? Nous, on ne défend pas l'indépendance seulement parce que c'est une façon de lutter contre l'extrême droite. On défend l'indépendance dans l'absolu, et notamment en tant qu'organisation syndicale, on a besoin d'une vraie indépendance des médias vis-à-vis du monde des affaires, avec, je ne l'ai pas développé, mais un vrai recul de la capacité d'expertise économique des médias sur ce qui se passe. Et pour nous, c'est un problème d'avoir comme lieu d'expertise économique seulement Mediapart, les journalistes du Monde quand ils ont le temps, et puis le pôle investigation de Radio France. Bon, il y a de moins en moins d'endroits où, quand on a des sujets à faire sortir et à travailler avec des journalistes, on peut y recourir. Donc, le besoin d'indépendance, c'est pas seulement lié à la question de l'extrême droite, c'est d'abord une question démocratique au sens large. Et nous, l'enjeu, l'extrême droite, pour nous, c'est pas une opinion comme une autre, en fait, c'est une opinion antidémocratique. Donc, après, peut-être qu'il faut qu'on s'explique sur ce qu'on met quand on dit l'indépendance, c'est comment dire, une garantie face à l'extrême droite, c'est une garantie face aux remises en cause démocratiques, puisque l'extrême droite, elle prospère, elle porte, et quand elle arrive au pouvoir, elle remet en cause les fondements de la démocratie. Mais donc l'indépendance, elle est nécessaire de toutes les manières en tant que telle. Et par ailleurs, quand on dénonce la concentration des médias, il y a évidemment un focus particulier sur les stratégies de Vincent Bolloré et consorts, parce qu'il n'est pas seul, à l'image de ce qui se passe sur Fox News aux États-Unis, mais il ne faut pas du tout occulter les autres capitaines d'industrie qui ont racheté des titres de presse, qui ne le font pas de façon innocente non plus, et dans lesquels il y a des batailles de journalistes pour défendre leur indépendance. Je pense par exemple aux journalistes des Échos qui ont eu des tensions récemment. Donc c'est pas seulement le problème sur la stratégie de quelques milliardaires, c'est le problème de la concentration de la presse d'une façon générale, et d'avoir des garde-fous qui empêchent le monde des affaires de prendre en main l'information et de faire de l'information un outil de spéculation comme les autres, juste pour dégager de l'argent. L'information, c'est un bien public, un bien commun, et il faut le sortir des logiques de spéculation par principe démocratique. La seconde question sur le dialogue social, et donc je pense qu'on peut s'accorder à dire que les difficultés ou la faiblesse du dialogue social dans l'histoire du monde des médias en France, du journalisme, ont fait qu'il n'y a pas pu y avoir d'accord sur des sujets pourtant majeurs pour le journalisme, et par exemple l'éthique. Tout à l'heure, vous parliez de l'idée, de la proposition d'annexer à la Convention collective le charte d'éthique. Qu'est-ce que les États généraux, parce que j'ai entendu l'appel, peuvent faire pour favoriser le dialogue social, parce qu'on n'a pas vocation à se substituer au Parlement, on va faire des propositions, on n'a pas non plus vocation à se substituer au paritarisme, mais en quoi on peut être utile là-dessus, en quoi un processus tel que les États généraux peut favoriser le dialogue social, alors même qu'il y a des instances à cet effet? En fait, les instances, elles ne fonctionnent pas par magie, elles fonctionnent soit s'il y a une volonté, soit s'il y a des obligations. Et donc, on peut agir sur le volet obligation avec, par exemple, des aides publiques qui peuvent être conditionnées à la signature d'accords sur un certain nombre de sujets. Par exemple, pourquoi est-ce que des titres de presse ont des aides publiques à la presse si elles n'ont pas d'accord en matière d'égalité professionnelle, et si elles pratiquent des inégalités de salaire? On peut s'interroger sur ce point, et on pourrait multiplier les exemples. Donc là, il y a un volet incitatif à la démocratie sociale et au fait qu'il y ait des sujets de démocratie sociale. Et puis, il peut y avoir aussi des sujets supplémentaires de démocratie sociale. Par exemple, on parlait de l'intelligence artificielle.
l'intelligence artificielle, c'est pas possible que les choix soient uniquement faits par l'actionnaire tout seul ou par la rédaction en chef sur on peut gagner tel gain de productivité. Ça doit être débattu collectivement et approfondi par les rédactions. Donc là-dessus, il faut qu'il y ait de façon obligatoire des accords avec les journalistes. On est aussi dans un moment historique où on voit bien que les bouleversements sont tels que des oppositions anciennes peuvent peut-être être dépassées. À quel endroit vous pensez qu'il y a la possibilité de dépassement d'oppositions anciennes du fait de l'émergence des GAFAM, enfin, du fait que on peut voir un peu plus le commun, là où avant on voyait un peu plus la divergence d'intérêts? C'est quoi ce que vous appelez opposition ancienne? Précisément sur les sujets que j'évoquais, sur le fait que le dialogue social dans les entreprises de presse a toujours été, depuis longtemps, extrêmement compliqué, et du fait qu'il y a eu des sujets qui n'ont pas fait l'objet d'accords, alors que de l'extérieur, on peut se dire, tiens, il y avait matière quand même à discuter de manière concrète et avancer sur tel ou tel sujet. Et moi, je suis extérieur, je suis ni côté syndicat de salariés, ni syndicat d'éditeurs. Donc, je pose vraiment la question de l'extérieur. La contradiction d'intérêt entre patron et salarié, c'est quelque chose de classique pour les organisations syndicales que nous sommes. Donc, c'est quotidien et on le dépasse de façon quotidienne avec des compromis et des accords que nous signons régulièrement. Est-ce que là, il y a des points sur lesquels vous pensez que la discussion peut avancer plus qu'elle ne le faisait par le passé? Sur la question des GAFAM, elle devrait, oui. Parce qu'effectivement, il y a des modèles économiques qui sont bouleversés en profondeur. Et si on laisse les choses se faire sans régulation collective, le modèle économique de la presse tel qu'il a été fondé après-guerre, là, peut s'effondrer. Il est en train de s'effriter et bientôt, il va disparaître si on ne fait rien. On est preneur de vos propositions, évidemment, sur comment, s'agissant des obligations en matière de dialogue social, on sera intéressé à recevoir vos propositions. Vous parliez des aides à la presse. De votre point de vue, qu'est-ce que l'État a vocation à financer? Les aides à la presse, elles devraient soutenir quoi? Aujourd'hui, elles soutiennent, vous avez fait référence, la distribution, les faibles revenus publicitaires, la modernisation des imprimeries. Pardon? La modernisation des imprimeries. De votre point de vue, à l'avenir, si on devait définir quel devrait être l'objet des aides à la presse, est-ce que c'est un sujet sur lequel des propositions Oui, on pense qu'il faut qu'il y ait des critères et que ça soit pas seulement le chiffre d'affaires ou le volume, le critère, mais aussi la question de l'indépendance, de la pluralité, des garanties de déontologie. En fait, on pense qu'il faut qu'il y ait des critères qui soient excluants. S'ils ne sont pas respectés, on est exclu des aides à la presse et que ça soit comme ça fortement incitatif, même si encore une fois ça suffira pas, parce que si on revient sur notre ami Bolloré, c'est pas le fait d'être exclu des aides à la presse qui l'aurait empêché de faire ce qu'il a fait sur Europe 1, CNews et le JDD, puisque perdre de l'argent, ça l'intéresse. C'était sans impact pour lui. Mais c'est quand même important de se dire on va pas subventionner ce type de pratique. Donc il faut qu'il y ait des critères excluants. Et ensuite, après, il faut qu'il y ait des critères qui jouent en importance sur le volume des aides à la presse distribuées, et notamment l'indépendance et la pluralité. Et puis après, sur des investissements d'avenir liés notamment à la transformation environnementale, et puis les critères sociaux sur la précarité des journalistes, parce que ça détermine après derrière la qualité de l'information, et c'est un moyen comme ça de lutter contre le dumping social. J'ai une question alors qui est peut-être un peu précise, et donc vous m'arrêtez si elle est trop précise. Depuis quelques jours, il y a un débat sur la commission de la carte de presse. Je ne sais pas à quel point vous avez regardé ça, ou peut-être Emmanuel de plus près. Oui, pas moi. Oui, non, j'imagine, non, mais c'est un peu, je suis bien conscient en posant ma question. Avec, au-delà des discussions, des polémiques, des questions qui se posent sur un peu la définition du métier de journaliste, comme la définition de la carte de presse est liée au mode de rémunération, à la rémunération par des entités supposées des entreprises de presse. Et donc là, la définition de quelles sont les entreprises qui relèvent du journalisme. Est-ce que là-dessus, alors c'est peut-être les CNJ-CGT, pas la CGT dans son ensemble, est-ce qu'il y a des positions publiques? Bien sûr. On est à la fois triste des accusations faites par la commission, contre la commission de la carte de presse, qui est une commission paritaire, hein, je rappelle, Laurent, moi, et c'est 16 commissaires, 8 représentant les syndicats de journalistes, 8 représentant les éditeurs.
C'est une commission qui a tout fait, et Laurent, il a des représentants qui siègent à l'intérieur, il le sait. C'est une commission qui a assoupli ses critères depuis des années du fait de la précarité du métier et de la difficulté justement de l'avoir. Donc, récupérant par exemple des photographes à des niveaux de revenus très très bas. Hein. Donc ça, j'ai trouvé déjà les attaques, voilà. C'est une commission qui fait tout ce qu'elle peut, mais dans un cadre légal. Donc après, on peut nous dire, changeons la loi. Changeons la loi, changeons ce qu'est un journaliste professionnel, parce que ce que vous dites, Christophe, c'est tout le monde peut se déclarer journaliste aujourd'hui. Tout le monde pourrait dire, mais je suis journaliste, je fais un petit journal local, blablabla, mais vous n'êtes pas un journaliste professionnel, au sens de la loi, c'est-à-dire au sens du Code du travail. Vous n'êtes pas salarié, vous n'avez pas une majorité de vos revenus qui viennent d'une entreprise de presse, etc., etc. Vous savez très bien. Là, la difficulté qu'on a, en particulier avec des documentaristes, journalistes qui peuvent obtenir le prix Albert Londres, tout ça. J'ai trouvé d'ailleurs l'opération très bien montée. Hein. Le fait d'avoir on n'est pas là pour non, bien sûr, mais c'était bien fait. Une communication bien faite. Nous, on peut toujours réfléchir à des assouplissements, etc. Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'on puisse bénéficier de 2 statuts différents. Soit vous êtes journaliste, soit vous êtes intermittent du spectacle. Denis, c'est parfaitement ce qu'est la lutte, il l'a menée, etc. Pour moi, voilà. Après, la commission de la carte est tout à fait capable d'évolution, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais parce que vous savez très bien pourquoi tout ça arrive, c'est-à-dire que vous avez une commission de première instance, puis vous avez une commission supérieure quand vous n'avez pas obtenu votre carte, commission supérieure où ce sont des magistrats en majorité qui siègent, et la commission supérieure, donc, pour des collègues avec un double statut journaliste intermittent, leur accorde la carte contre la commission de première instance. C'est ce qui a mis un peu tout le feu. Oui, avec parmi les recours, un taux de 60% de décision de première instance retoquée par la commission supérieure. Voilà. Donc, un taux hyper élevé. Donc, on voit bien qu'il y a un problème de décalage entre les différents niveaux. Mais parce qu'il y a un problème de précarité des journalistes. C'est-à-dire qu'il faut que l'accès à la profession du journaliste soit libre, mais libre on ne dit pas d'amour et d'eau fraîche. Quoi. Donc, c'est la question. Je veux bien, je crois que Laurent a demandé la parole, mais dire quelques mots de plus sur le dîner public, puisqu'on est l'attaque de TF1 devant la Commission européenne, donc il faudra que ça mérite d'en parler. Peut-être Laurent d'abord. Bon, bah, allez, vas-y Laurent, et puis ensuite, Denis. Oui, moi, je pense qu'on devrait réfléchir à la notion d'assimiler journaliste. Il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. L'exemple typique, c'est celui qui écrit un livre, qui est journaliste, qui écrit un livre pendant 2 ans et qui redevient journaliste. Bon, la principale de ses revenus, je pense qu'on devrait travailler là-dessus. Non, ma question, elle était sur les aides à la presse, mais en lien avec ça. Donc, il y a une proposition qui est sur la table, faite par un des syndicats, c'est pas la FNPS en l'occurrence, qui est de simplifier les aides à la presse et de mettre en avant un crédit d'impôt sur l'emploi des journalistes. Qu'est-ce que vous en pensez ? A priori, je pense que ça ne répond pas au problème parce que ça lie seulement à l'emploi des journalistes alors qu'il y a le reste de l'écosystème à prendre en compte. Ouais. Là-dessus, Laurent, on n'est pas assez mûr pour avoir je le dis clairement, on a vu cette proposition de crédit d'impôt, mais on n'était pas là-dessus, nous, mais il nous faut plus d'éléments. Faire part de l'expérience salariale, il y a beaucoup de crédits d'impôt dans d'autres domaines. Il faut regarder leur efficacité, parce que certains sont efficaces, effectivement, par exemple, pour relocaliser certaines activités, et d'autres sont des purs effets d'aubaine. Donc, les crédits d'impôt en soi, c'est à regarder de façon, comme toutes les aides publiques ou toutes les dispositions publiques, parapubliques, doivent être évaluées au regard de leur efficacité en termes d'emploi, de respect des normes sociales, environnementales ou autres. Mais Et quel serait l'intérêt de transformer les aides à la presse en crédit d'impôt? Je ne vois pas. Alors, l'idée, si j'ai bien compris, c'est d'abord de simplifier, parce qu'il y a beaucoup d'aides, beaucoup de guichets, et donc d'en simplifier certains, ça ne veut pas dire de tous les remplacer par ça. Et deuxièmement, d'avoir un critère qui favorise la production de contenu éditorial de qualité, donc sous-entendu fait par des journalistes professionnels, au détriment de ceux qui n'utilisent pas forcément des journalistes pour faire de la production, et d'autres qui ont des très bons outils de visibilité, des machines à clics, quoi, quelque part, très bien outillés, mais qui ne priorisent pas l'investissement sur le contenu rédactionnel. Voilà, okay. C'est ça l'idée qui est derrière. Et là où on vous rejoint, et là où on vous rejoint, Laurent, c'est qu'il faut simplifier, parce que je crois que c'est plus de 50 dispositifs différents hein, sur les aides. Ça, il faut réfléchir. Et quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, pour aller vers plus de dialogue social,
aussi du côté des syndicats de journalistes, on n'ait pas l'impression d'un système qui est un peu discuté entre les éditeurs, l'État, c'est que nous souhaitons que les syndicats de journalistes soient associés à la CPPAP, la commission qui donne les numéros de commission paritaire, qui a un rôle très important aussi. Et ce ne serait pas pour embêter, mais juste pour essayer aussi de comprendre parfois comment tout se passe. Voilà. J'ai une dernière question, puis on va vous libérer. Je vais parler un petit peu de l'audiovisuel public. Ah, pardon, oui. Mais juste, pardon, mais juste, il trouve que sur ce qu'on dit sur l'audiovisuel public, c'est constant depuis des années, mais il se trouve que l'audiovisuel public est extrêmement attaqué, d'une part, par l'extrême droite qui veut sa privatisation, par une partie de LR qui produit des rapports dans ce sens-là, par Emmanuel Macron qui a bâché l'audiovisuel public à plusieurs reprises et qui a décidé qu'il fallait supprimer le système de ce qu'on appelait la redevance à la contribution à l'audiovisuel public. Là, on a 2 ans. Il se trouve que c'est sur ce prétexte-là que TF1 saute pour attaquer les aides publiques devant la Commission européenne. Donc là, il y a un gros danger sur le financement et le mode de financement des aides publiques qui déjà était provisoire. Donc il y a un enjeu à ce qu'on arrive à faire en sorte de pérenniser ce financement. Je rappelle juste dans l'émission de l'aide publique, puisque par exemple on parlait d'enjeux de démocratie sur les territoires, c'est souvent le seul média audiovisuel, entre la radio et la télévision, qui sont présents dans beaucoup de territoires, soit dans les territoires ruraux, départements dans différents coins en France, où les services publics ont tendance à disparaître par ailleurs, et par exemple dans les Outre-mer. Donc c'est un enjeu fondamental. Alors évidemment, ça trait au travail des journalistes et de tous ceux qui font les programmes d'information ou autres autour, mais c'est un enjeu fondamental de démocratie, contrairement au très mauvais départ que nous avons eu à la réélection d'Emmanuel Macron, mais pour lequel le Conseil constitutionnel a quand même rappelé l'obligation de pérenniser les ressources, et ça se joue en 2024. On assiste en ce moment aux tensions entre l'audiovisuel public et l'audiovisuel privé. Comment vous voyez la complémentarité entre public et privé? Déjà, les missions de l'audiovisuel public ne sont pas les mêmes que de l'audiovisuel privé. Il y a des obligations d'information locale, d'information nationale et des obligations d'investissement par ailleurs. Ce n'est pas le lieu ici d'en parler, mais d'investissement dans la production cinématographique audiovisuelle, dans la diffusion de spectacles vivants. Donc c'est un cahier des charges qui est très précis, en échange de quoi il est clair qu'il doit y avoir un financement adapté. Alors forcément, il y a une partie des programmes qui sont ce qui est insupportable pour certains des opérateurs privés. D'ailleurs, TF1 est allé tout seul par les opérateurs privés, les chaînes privées en clair ou encryptées, à faire cette procédure, ce qui est déplorable, mais aussi mon isolement. Évidemment, ce qui est insupportable, ce sont les très bonnes audiences de l'audiovisuel de France Télévisions, de Radio France notamment, qui sont parfois en tête et qui leur prennent des parts de marché. On a bien vu que, par exemple, ils tiennent un double discours sur la publicité. Il faudrait avoir supprimé sur l'audiovisuel public pour capter des marchés publicitaires. La question on en parlait tout à l'heure, Anne Perron en parlait, la question de la publicité et de l'affectation des ressources publicitaires est un enjeu considérable. C'est un enjeu en termes de financement, c'est un enjeu aussi en termes d'influence sur la qualité de l'information. Je me rappelle une journaliste de France Télévisions qui me disait y compris sa rédaction en chef, Rochignier a parlé de Avignon à la fin du journal parce que ça faisait fuir les gens avant les écrans publicitaires. Donc c'est un sujet qu'il faut regarder dans toutes ses composantes financières et sur l'impact que ça a forcément en termes d'influence. Bien, bon, je crois qu'on ne va pas abuser de votre temps. Merci beaucoup. De rien. Merci.